Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Nadjim Hamada qui est avec nous. Nadjim, bonjour. Bonjour, monsieur Mian. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a évidemment une tonne de questions à vous poser. On va d'abord commencer par la politique. C'est la rentrée aussi est politique. On rentre dans une période où il va y avoir des élections. Juin 2017, ça doit vous parler. Mai 2017, ça doit vous parler. Prêt au combat ? Septembre 2017 pour moi. Et oui, septembre 2017 pour vous. Oui, on est toujours prêt au combat, mais on se bat, on va dire, on est en train de se préparer parce que je rappelle que je suis dans une famille politique, je suis candidat à la candidature. Donc après, c'est le parti qui décidera si je dois porter les couleurs du parti. Si c'est moi, c'est tant mieux, parce que je pense être le meilleur candidat. Mais si c'est pas moi, je supporterai le candidat qui sera porté par le parti. Donc il n'y aura pas de candidature Nadjim Hamada. Dissident en dissident ou en candidat libre ? Jamais. Par contre, on a cru comprendre qu'il y avait un petit souci avec le MDM, entre vous et le MDM. Non, j'ai aucun souci avec le MDM. Le MDM n'a pas de souci avec moi. C'est que y a, comme dans toutes les familles politiques, des différences de point de vue. Donc, tout simplement, comme ça peut exister chez les partis socialistes, chez les républicains. Donc, il n'y a pas de difficulté plus que ça. Pas de difficulté majeure, juste une divergence de certains points de vue. Voilà. Et sur quoi notamment ? Sur la candidature d'une personne que j'estime n'a pas à candidater auprès du MDM. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui nous a trahis à plusieurs reprises et qui revient la bouche en cœur comme d'habitude et qui va demander encore l'investiture du parti. Il s'agit de qui ? Je peux pas. Vous le savez très bien qui c'est, donc je peux pas le dire aujourd'hui. On va parler évidemment de ce qui est en train de se passer dans le Sud actuellement et des désaccords que ces collectifs et ces citoyens ont avec le préfet. On voit tous ces collectifs se réunir, du Sud, collectif du Sud, celui de Msapéré, collectif du Nord, se sont réunis. Il n'y a plus qu'un seul collectif de Mayotte, avec des actions qui sont menées. On les a vues, on les a entendues. C'est quoi la solution ? Est-ce que d'abord, premièrement, vous cautionnez ces actions ? Non, il est normal que la population s'organise à partir du moment où on a constaté qu'il y avait une certaine défaillance de l'État. Et l'État le reconnaît lui-même puisqu'il ne condamne pas ces collectifs, ne poursuit pas ces personnes à l'intérieur de ces collectifs. Au contraire, cherche à travailler avec ces collectifs. Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire on va responsabiliser. Il ne s'agit pas de faire de milices, certainement pas. Mais la population, effectivement, peut aider l'État à un moment où elle n'a pas les moyens d'agir pleinement sur le territoire. Donc effectivement, si c'est encadré dans un sens républicain où il n'y a pas de débordement et les choses se font dans les règles, effectivement, on me dit souvent que je dis effectivement, donc je vais essayer de ne pas le dire, mais il va falloir quand même dans ce mouvement d'organisation que ça se passe toujours dans l'esprit républicain, dans l'esprit de la loi. Les débordements, jusqu'à le voit quand on rentre dans une classe et qu'on sort les gamins de la classe. Ça, c'est un débordement. Dans l'esprit républicain. Ça, c'est un débordement. Mais on le connaît, ce risque, il existe. Ça, c'est un débordement qu'effectivement l'État devrait être alerte par rapport à ça et dire effectivement, dans certaines conditions, les parents peuvent manifester leur colère puisque s'il n'y a pas de place pour les enfants des parents en situation régulière ou des parents mahorais, il n'est pas normal que certains enfants, que certains parents viennent sur le territoire en emmenant leurs enfants et qui surchargent les classes. Ça, c'est quelque chose effectivement à être alerte et effectivement, il faut éviter que des parents rentrent dans les classes puisque la scolarité, je le rappelle, est obligatoire et la République le permet jusqu'à l'âge de 16 ans sur le territoire. Peu importe d'ailleurs si l'enfant est en situation régulière. Qui est responsable de tout ça ? Ce sont les citoyens qui se font justice eux-mêmes, c'est l'État qui a du mal avec la protection des frontières, c'est nos élus qui font pas le boulot de sensibilisation, c'est nos voisins des Comores qui jouent pas le jeu sur l'immigration. Qui est responsable ? C'est nous tous ? Non, le premier responsable, monsieur Mian, on ne va pas se voiler la face. Le premier responsable, encore une fois, c'est le territoire comorien, effectivement, qui laisse sa population sans scolarité, sans possibilité de voir un avenir meilleur aujourd'hui, sans éducation, sans un système de santé efficient, efficace. C'est un des pays les plus pauvres au monde aussi, Nadjim. Effectivement, on ne peut pas avoir un pays
un des plus riches au monde, dans les top 10 ou top 5, et un pays, un des plus pauvres au monde. Donc forcément, il y aura ce vase communicant où la population comorienne va vouloir venir ici. La solution, elle est à chaque fois, je le dis, mais on se moque, mais c'est la réalité. On ne peut pas ne pas faire de la coopération et aider ce territoire à se développer. Et il faut être deux, Nadji, j'entends bien, mais il y a des moyens de forcer, si je puis dire, l'État comorien à agir. C'est à travers sa population. À travers sa population, je crois maintenant, il y a même des retours qui se font aux Comores par rapport à toutes ces personnes qui ont été expulsées, qui vont demander des comptes à leurs élus sur le territoire. Mais également, si la France jouait le jeu vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire prendre des mesures coercitives mais vraiment sévères. Du genre, lesquelles par exemple? Du genre, par rapport au visa. Tout le monde est en train de se battre sur le visa Balladur. Il faut l'enlever, il faut pas l'enlever, il faut le durcir, il faut pas le durcir, il faut l'alléger ou pas. Moi je pense qu'aujourd'hui, si on veut forcer l'État comorien effectivement à surveiller ses frontières, on leur dit mais dorénavant, puisque vous voulez pas contrôler vos frontières, on va arrêter de délivrer même des visas touristiques. On va arrêter de délivrer même des visas diplomatiques. On va arrêter de délivrer même des visas économiques. C'est pas parce qu'ils vont arrêter de délivrer les visas que ça va empêcher les personnes en situation irrégulière de prendre le Kwassa. Aujourd'hui, elles prennent le Kwassa sans visa. J'entends bien, mais c'est pas ça le but. C'est-à-dire que toute la population qui normalement pouvait facilement voyager va demander des comptes à son gouvernement en disant mais comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne peut même plus nous en situation régulière circuler sur les territoires de la France. Là il va falloir faire quelque chose. Une deuxième chose, quand il y a eu le problème des décasages, on a eu des donneurs de leçons sur la place publique, la place de la République, en disant que la France ne respecte pas les droits de l'homme et tout ça. Moi, je demande à ces personnes-là d'aller faire la révolution aux Comores, d'aller demander à la population comorienne de se soulever et de demander des comptes à son gouvernement, à tous les gouvernements successifs. Ça fait 40 ans que l'indépendance a été acquise et toujours le même problème d'eau, électricité, sanitaire, et ainsi de suite. C'est là-bas qu'il faut aller se battre. C'est là-bas qu'il faut aller demander des droits. C'est pas ici, venir demander des droits ici, alors que les droits sont a priori respectés. On a vraiment le sentiment que c'est une mission impossible, vous le disiez à l'instant. Depuis 40 ans aux Comores, il n'y a pas grand-chose qui a changé, il faut le reconnaître. Depuis l'indépendance, qu'est-ce qui a changé? Rien. Et donc la population, elle, ne peut plus attendre. Donc elle bouge. On le ferait, vous le feriez, vous. Peut-être partir des Comores pour venir ici, si vous étiez là-bas dans une situation ultra précaire. Je crois... je sais pas. Non, mais je crois ne pas diffamer le procureur Michaud, qui était là à Mayotte il y a quelques années, qui avait dit en audience que moi je serais dans leur situation, en train de manger des cailloux parce que c'est tout ce qu'il y a à manger là-bas, de mourir de faim, je prendrais un Kwassa pour venir. Mais la loi est ainsi faite en France, on ne peut pas rentrer sans visa, sans autorisation. Donc effectivement, tout un chacun ne se laisserait pas mourir la gueule ouverte, si vous me passez l'expression. Je vous la passe. On va parler politique. Intérieur, chez nous, au conseil départemental, les gens sont inquiets, Nadji Hamada, inquiets. Pourquoi? Parce qu'on parle de licenciement au conseil départemental. Alors bien sûr, on va nous dire qu'il faut dégraisser le mammouth, que 3000 salariés au conseil départemental, c'est trop, que la moitié ne fait rien, etc. On l'a entendu ça, mais c'est quand même des gens qui vont être licenciés et qui vont se retrouver donc sans boulot. Mais derrière chaque personne, il y a une famille. Comment on fait pour régler ce problème? J'entends bien, je ne suis pas aux manettes au conseil départemental, mais je non, peux mais avoir vous prétendez un mandat politique, donc vous pouvez avoir un avis là-dessus. J'ai un avis, je vais vous le délivrer, et je crois que de toutes les fois que je suis passé ici, je ne me suis jamais dérobé sur une question. C'est vrai. Je réponds toujours avec les conséquences et les risques que ça peut avoir. Je pense effectivement, et là il faut prendre le taureau par les cornes, il y a un problème de masse salariale au conseil départemental. Il y a un problème de train de vie également au conseil départemental. Donc il faut jouer sur ces deux postes-là. On a effectivement des personnes qui auraient, alors on va prendre des pincettes, des salaires un peu trop exorbitants par rapport à la fonction. Il faut voir ces situations pour essayer de trouver les solutions. C'est des personnes qui travaillent, mais peut-être le salaire n'est pas si mérité que ça à ce niveau-là. Après, il y a un certain nombre de personnes qui d'après ce qui est dit, sont là, mais sans avoir d'emploi. Il y a une enquête qui est ouverte depuis des années. Quand je vous dis des années, c'est des années sur des emplois fictifs, qui seraient fictifs. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça fait quand même 4 ans, l'enquête n'a toujours pas abouti.
Donc la justice ne fait pas aussi son travail, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe au conseil départemental. Ponctuellement, on va rechercher la responsabilité de telle ou telle personne, mais aller mettre un coup de pied dans la fourmilière pour voir ce qui se passe, ça ne se fait pas. Il y a un problème. Pourquoi, selon vous? Je ne suis pas, encore une fois, la politique pénale, c'est pas moi qui l'amène. C'est le procureur de la République, c'est le gouvernement, puisque le procureur reçoit ses instructions du gouvernement. Et pour le moment, on ne sait pas ce qu'il en est. Le STM, effectivement, cette barge à 75 centimes. Il est normal pour un service public ne pas être, ne pas générer des bénéfices. C'est normal, c'est le sens mais au propre. moins équilibré. Il faut équilibrer 75 centimes. Vous pensez bien que le conseil départemental, enfin le STM, ne rentre pas d'argent. Il va falloir augmenter ça. Ça a été tenté par... C'est-à-dire que vous êtes pour l'augmentation de la barge? Absolument. Vous vous rappelez le pataquès que ça a fait quand on a parlé d'augmentation de la barge? C'est ce que j'allais rappeler. Qui avait évoqué ça à l'époque. Douchna ou Zaidani, je me rappelle Moi, plus. Je vais faire un des deux. Il me semble effectivement que on a essayé un moment d'augmenter et là, toute la population de Petite Terre, la population également, une partie de Grande Terre s'est soulevée et puis on rétropédalé. Mais au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Soit on veut un service public efficace et avoir un département qui génère et qui rentre de l'argent, soit on ne veut rien. Et pourquoi ne pas privatiser, faire une DSP comme ça se fait ailleurs dans d'autres départements de France ou d'outre-mer? Une DSP, ça reste quand même... oui, mais géré par une entreprise privée. Là, encore une fois, c'est au département de voir l'opportunité de le faire ou pas. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit opportun. Aujourd'hui, il y a un problème de masse salariale. Il y a un certain nombre de personnes, voir si on ne peut pas fusionner certains postes. Eh bien, il y a un problème du tarif. À 75 centimes, cette barge, en termes d'entretien, je ne connais pas le coût, mais ça doit valoir hyper cher. Donc, il va falloir quand même réfléchir sur cette question. Et d'ailleurs, ça a déjà été réfléchi, ça a été pensé, ça a été mis en œuvre, ça a été rétropédalé. Et je pense qu'à un moment, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Juste un mot, vous êtes plutôt pont ou plutôt barge? Je suis plutôt pont, mais on peut avoir les deux. Je pense qu'effectivement, à 3h du matin, un mardi, si j'ai envie d'aller en Petite Terre, c'est désolant que je puisse pas y aller parce qu'il n'y a pas de pont. Pas de barge. Ou de barge. Ou de pont. Ou de barge. Mais encore une fois, on peut peut-être étaler les barges toute la nuit. Voir le personnel qui est là, peut-être pourrait aspirer ces heures-là en plus pour avoir une barge à 3h du matin. Le document Mayotte Sécurité pour tous, qui a été présenté par Manuel Valls, expliqué par Bernard Cazeneuve, supporté par Georges-Paul Langevin. Aujourd'hui, on nous avait annoncé, rappelez-vous, 102 policiers. Bon, le préfet a reconnu sur ce plateau qu'en fait, il n'y avait que 14 nouvelles créations de création de poste, je veux dire. Le reste, c'est du renouvellement classique et normal. Pas un peu déçu de l'histoire, là? Je vous rappelle, quand j'étais venu sur votre plateau, ça m'a valu les foudres aussi également de certaines personnes sur les réseaux sociaux où je disais je ne suis pas dupe sur ce qui se passe à Mayotte. Oui. Je ne suis pas dupe. Vous vous adressiez au préfet du reste. Absolument. Je l'ai remercié sur ses actions, mais je n'étais pas dupe et je réitère sur le fait que je ne suis toujours pas dupe sur tout ce qui se passe. Encore une fois, par exemple, le débat sur l'égalité réelle. Ça aussi, on n'est pas dupe. On est en train de s'attirer un peu la sympathie des domiens, des ultramarins, en disant voilà, on va travailler sur l'égalité réelle. Mais c'est un non-sens, l'égalité réelle. C'est l'égalité républicaine qu'il faudrait avoir entre le département de Mayotte, le département de La Réunion et le département de la Corrèze, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pas d'égalité réelle. Donc là, on est en période préélectorale. Et encore une fois, je ne suis pas dupe. Personne n'est dupe. On va faire plaisir. Jusqu'à un moment, on va arriver pour dire on a fait tout ça, votez pour nous. C'est que ça, c'est que de la politique? C'est que de la politique. L'intérêt général, on l'oublie trop souvent? On fait que de la politique actuellement jusqu'au mois de mai. Ouais. Avec vous, ça sera différent? Avec moi, ça sera différent. Je pense que ça fait 8 ans que je suis à Mayotte, 9 ans que je fréquente les plateaux télé. J'ai toujours tenu le même discours. Je suis toujours à la mairie de Mamoudzou sans que j'en fasse état, mais je travaille avec la majorité actuelle. Donc effectivement, ça sera sans doute différent parce qu'il va falloir représenter les Mahorais. Il y a un débat qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, le Burkini. À aucun moment on a entendu les parlementaires de ce territoire aller défendre le fait qu'il est possible pour des gens de confession musulmane aller sur les plages habillés ainsi parce que ça porte pas atteinte à la laïcité, aux règles de vie en commun dans la République. Le Conseil d'État l'a dit, mais j'attendais à ce que quelqu'un de chez nous le dise également.
Merci beaucoup Nadjim Amada d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions comme vous le faites à chaque fois, même si parfois c'est un peu compliqué. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.